Austin Fisher, vous avez remporté haut la main le deuxième tour du tournoi de Flushing Meadows. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, juste avant votre prochaine rencontre? Austin sourit. Les journalistes voulaient toujours savoir ce qui se passait en lui, à l'intérieur. On n'en est qu'au début, rien n'est joué, il faut rester concentré. On le sait, cette surface ne vous favorise pas. Pourtant, si vous remportiez ce tournoi, vous entreriez dans les annales avec le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem. Ça vous met la pression? Je garde la tête froide. Un tournoi se gagne match après match. La journaliste parut déçue de sa réponse. Évidemment, elle voulait qu'il se mette sur le divan et se répande en confidences intimes. Comment expliquez-vous ce décalage entre votre réussite éblouissante et votre image de joueur, disons un peu mal aimé? Mal aimé. Elle lui faisait payer sa réserve, et il s'attacha à conserver un sourire intact. Je ne m'occupe pas de ce genre de choses. Je joue au tennis et cela m'occupe déjà pas mal. Certains vous disent un peu froid, un peu indifférent aux autres. Vous pensez qu'il y a pour vous un axe de progrès dans votre relation avec vos fans? Austin s'efforça de conserver son sourire, indifférent. Si tu savais ce que j'ai enduré, ce que j'endure encore en entendant ces ragots, c'est pas parce qu'on n'exhibe pas ses souffrances qu'on ne ressent rien. Je n'écoute pas les rumeurs. Je travaille beaucoup, et je me concentre sur mon objectif. Il jeta un coup d'œil à sa gauche à Warren, son coach, assis un peu plus loin. Warren ferma les yeux, puis rouvrit, en signe d'assentiment. Austin regagna le vestiaire, suivi par Warren et deux ou trois photographes. Chaque fois qu'il recevait ce genre de pic, chaque fois qu'on évoquait le désamour du public, renaissait en lui un sentiment diffus mais très particulier, un sentiment familier, apparu enfant, quand il lisait sur le visage de son père un soupçon de mépris. C'était comme si des filaments invisibles le rattachaient à ce passé douloureux qui s'efforçait de rejeter, mais qui se réactivait au hasard des remarques perfides. Le passé s'immisçait dans le présent sans avoir été invité. Il refusa de poser pour les photographes. Les portes du vestiaire se refermèrent sur lui. Il sentit alors monter en lui cette énergie débordante, cette rage, ce besoin impérieux d'en découdre et de vaincre. On commence quand demanda-t-il. 4 minutes, répondit Warren. Parfait, dit Austin. Il allait se battre jusqu'au bout et remporter ce tournoi. Une fois détenteur du record, on le verrait différemment, forcément. Big Sur, les collines verdoyantes, le chant du vent dans les buissons, les hauts séquoias aux troncs rouges et aux épines sombres, le parfum des résineux, de brèves échappées de vue sur l'océan. Jonathan marchait depuis plus d'une heure, en sortant de l'institut. Il avait senti l'appel de la nature. Il ne pouvait pas rentrer à la maison comme si de rien n'était. Il fallait qu'il marche, seul, qu'il rassemble ses esprits. Quand on marche, le temps passe plus lentement. La culture de l'immédiateté et de l'ultra-réactivité dans laquelle on baigne nous amène à n'être plus présent à rien. En marchant, on se replonge dans le temps de la nature, de l'univers, du cosmos, le temps de la vie. On se reconnecte à soi-même. L'air était doux en cette belle fin d'après-midi, et Jonathan se sentait bien, léger. Il retrouvait ce sentiment de gratitude qu'il avait habité lors de ses précédentes marches. Gratitude envers la vie, la beauté du monde, le parfum du vent, et la lumière si belle quand le soleil s'incline doucement, amorçant sa révérence. Ses anciennes préoccupations lui semblaient loin, tout, tout comme ses anciens désirs inassouvis, ses impressions de manque, ses frustrations. Seule comptait aujourd'hui la sensation de vivre. Pour combien de temps, il l'ignorait. Mais il était, mais il était encore en vie et en ressentait une gratitude infinie. Un condor apparut dans le ciel. Jonathan suivit longuement son vol silencieux, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse derrière les collines. Tous les hommes sont reliés. Cette révélation tournait en boucle dans son esprit. Nous sommes tous différents, avait dit l'opératrice, et pourtant quelque chose nous relie. Un lien invisible, mais bien présent, qui se manifeste seulement quand on le cherche,
quand on le sollicite, quand on l'active. Après l'expérience, Jonathan était resté pour discuter avec elle. Les femmes, lui avaient-elles confié, peuvent exprimer une autre forme de manifestation physiologique exprimant ce lien qui nous unit. Lorsqu'elles vivent ensemble, par exemple en communauté, toutes les femmes assistent au bout de quelques mois à une synchronisation de leur cycle menstruel. Leurs règles surviennent exactement au même moment. Le condor réapparut au-dessus du col et plana en direction de l'océan. Tous les hommes sont reliés. Jusque-là, Jonathan se voyait presque seul au monde, à se débattre dans un coin pour s'en sortir. Se débattre et lutter. L'expérience qu'il venait de vivre l'amenait à réaliser quelque chose d'énorme, de fondamental, qui remettait tout en question. Sa compétition avec Michael, ses relations ambivalentes avec les clients il, re- à qui il refourguait des services inutiles, ses relations conflictuelles avec Angela. Toute l'organisation de son existence avait jusque-là reposé sur une erreur, une vision fausse de la vie. Sa prise de conscience résonnait maintenant au plus profond de lui-même, puisqu'on est tous reliés en luttant contre les autres, en lutte contre soi-même.